Bonsoir et bienvenue Frédéric. Merci, bonsoir Thierry, bonsoir Mathieu. Bonsoir Frédéric. Merci pour votre invitation, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir pour nous aussi. Vous êtes diplômé de l'école centrale de Marseille, donc au cœur de cette ville, suivi d'un DESS de management. Nous avons un expert dans ce rendez-vous des experts. Alors, il y a quelques semaines, même quelques mois, nous avons parlé du décret tertiaire avec Thomas Garcia, qui nous expliquait qu'en fait, d'ici 2030, les entreprises de plus de 1000 m² allaient devoir faire un moins 40% d'économie d'énergie, de consommation d'énergie. Alors, la question derrière, c'est comment est-ce qu'on peut faire ces économies et comment est-ce que Dalkia peut aider à faire ces économies? Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Le décret tertiaire qui s'applique à l'ensemble des occupants et des propriétaires de bâtiments de plus de 1000 m² doivent faire face à cette réduction drastique d'économie d'énergie. Le contrat de performance énergétique, aujourd'hui, est la meilleure solution pour pouvoir en fait garantir à nos clients une réduction drastique d'économie, enfin de consommation d'énergie, et pour pouvoir respecter donc leurs obligations contractuelles et réglementaires. Donc en fait, le contrat de performance énergétique. Exactement. Le contrat de performance énergétique, c'est finalement un contrat sur mesure qui est établi entre un opérateur énergétique comme Dalkia et un propriétaire pour fixer des objectifs qui sont des objectifs de réduction de consommation d'énergie, donc ce qui peut correspondre à une obligation réglementaire, mais aussi plus largement à réduire la facture énergétique d'un bâtiment et d'un client. La facture énergétique, évidemment, vos adhérents y seront sensibles, ce sont tous des entrepreneurs, donc ça pourra aussi améliorer et optimiser leur compétitivité commerciale. Parce que 1000 m², c'est vite. Hein, c'est une grande majorité finalement des bâtiments. Il y a quelques exceptions, mais la plus grande majorité des bâtiments sont concernés. Donc le contrat de performance énergétique joue sur plusieurs leviers. Le principal levier, c'est la réduction des consommations qui se fait par des actions de performance énergétique qui peuvent être très nombreuses, de la plus simple à la plus complexe, avec à la fois des doses de conduite d'installation, puisqu'on parle vraiment d'équipements techniques et de bâtiments, donc de la gestion de bâtiments, de l'optimisation d'énergie, d'achat d'énergie primaire, qui est un élément important aussi à combiner. Et donc, la combinaison de ces ingrédients techniques et économiques permet de réduire la facture énergétique de façon drastique, et ça de façon contractuelle. Le contrat de performance énergétique est quelque chose qui s'instaure dans la durée, hein, donc c'est une vision plutôt long terme, d'association d'éléments techniques contractuels qui permet de garantir à nos clients l'ensemble de ces avantages. On a encore un expert sur le plateau. Frédéric, donc vous, votre rôle, c'est d'accompagner et d'aller plus loin, d'accompagner ces entreprises dans le but de réduire leur facture énergétique en essayant de faire des économies, vous l'avez dit. Mais vous avez aussi évoqué le fait que vous, Dalkia, vous vous engagez. Vous vous engagez comment ? Effectivement, c'est le cœur du dispositif. Le contrat de performance énergétique est bien un engagement contractuel dans la durée de l'opérateur énergétique, en l'occurrence Dalkia, mais d'autres opérateurs qui font ça. Alors nous avons plusieurs leviers pour pouvoir agir sur cet engagement. Le principal levier est la surveillance de l'installation, la surveillance du bâtiment, qu'on peut faire avec, bien entendu, des opérateurs. Dalkia est un opérateur important avec plus de 1000 techniciens dans le territoire qui interviennent sur des gestes de maintenance, des gestes de contrôle, mais aussi désormais beaucoup de données, de data qui émanent de ces bâtiments et qui sont surveillés. Une sorte de domotique, de pilotage à distance. Exactement, tout à fait, qui sont donc en fait un pilotage qui est fait sur notre centre de pilotage de la performance énergétique qui est basé à Marseille et qui permet avec ces données de pouvoir mesurer l'écart entre une situation de référence qui est le point initial du contrat de performance énergétique et les engagements qui sont pris par le prestataire. Et donc bien entendu, ce suivi de performance fait l'objet de suivi contractuel et d'engagement contractuel avec un intéressement des deux parties, que ce soit l'opérateur énergétique mais également le client pour pouvoir partager ces économies s'il y a une surperformance et s'il y a une sous-performance qui peut arriver, eh bien, ce sont les prestataires, les opérateurs énergétiques qui vont endosser finalement cette sous-performance et payer pour le compte du client. Donc vous prenez des paris, c'est-à-dire vous allez dans l'entreprise, vous estimez un gain, vous estimez des économies d'énergie et vous mettez en place les outils et les moyens humains. Exactement. Pour arriver à la réalisation de cet objectif. Tout à fait. Donc en fait, le contrat de performance énergétique, pour le mettre en œuvre, ça part toujours d'un diagnostic technique. Des installations et du bâtiment, hein, puisque le contrat de performance peut agir sur les équipements techniques et le bâti, l'infrastructure du bâtiment.
C'est aussi un diagnostic qui est contractuel pour savoir effectivement quels sont les enjeux des clients. Et la vision doit être partagée entre l'opérateur et le propriétaire ou l'occupant du bâtiment par rapport à son usage. Tout simplement. Donc en fait, on comprend très bien qu'un industriel, par exemple, pourra être sensible à des sujets de disponibilité, de fiabilité de son énergie. Alors qu'en contrepartie, un commerçant du tertiaire sera plus sensible au sujet du confort de ses clients. Et donc ces usages-là doivent être pris en compte. Bien entendu, il y a un sujet patrimonial qui doit être analysé. Et puis, bien sûr, un sujet budgétaire, tout simplement, auquel personne n'échappe. Et le contrat de performance énergétique garantit donc dans la durée à l'ensemble des gens qui contractualisent une vraie sécurité sur à la fois la diminution des consommations et la facture énergétique. C'est le gros avantage finalement de ce type de contrat. De passer avec Dalkia pour ça. Et alors, Dalkia, vous ne travaillez que sur le tertiaire ou vous adressez aussi à l'industrie? On a beaucoup d'adhérents qui travaillent dans l'industrie autour de nous. Non, mais écoutez, ce qui est très intéressant sur le contrat de performance énergétique, c'est qu'il s'applique à l'ensemble des utilisateurs de bâtiments. Donc, tous les segments de clientèle sont couverts. Aujourd'hui, nous avons une activité dans le tertiaire, dans la santé, dans l'habitat, dans les collectivités, bien sûr, et bien entendu chez les industriels, qui sont des gros utilisateurs de bâtiments, et avec qui nous pouvons contractualiser des contrats de performance énergétique sur leurs utilités ou sur leurs bâtiments. Donc nous venons de signer tout dernièrement un contrat avec Thales, Alenia Space, pour leur site de Cannes, où nous avons garanti 45% d'économie. 45%. Donc ça, c'est un pari qui peut paraître risqué, mais qui est tout à fait réfléchi, co-construit avec notre contrepartie, notre client, tout simplement, et sur la base d'un diagnostic très précis, technique, environnemental et bien sûr réglementaire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas impacté par le décret tertiaire des 1000 m² qu'on peut aussi ne pas mettre en place des initiatives de ce type et faire des réductions énergétiques. Dans vos équipes, vous avez Rémi Lucas et César Mallet qui se feront un plaisir de répondre aux questions de nos spectateurs. Je leur fais un clin d'œil. Bien sûr, vous savez aussi que vous pouvez trouver sur le site de dalkia.fr l'ensemble de ces sujets, voilà, tout à fait. Et puis, vous pourrez également télécharger le livre blanc du CPE que nous venons d'éditer, et qui est un document très pédagogique qui permettra à chacun de pouvoir être guidé dans la mise en place de ce très, très bel outil qui est finalement le contrat de performance énergétique. Nous mettrons le lien dans la description de cette vidéo. Écoutez, merci Frédéric pour cet échange, pour cette expertise. Nos adhérents nous avaient fait la demande dans le comité de rédaction. Je rappelle que cette émission, elle est co-construite par l'ensemble de nos adhérents qui se bougent pour faire de ces émissions un succès. Et il y avait cette demande de parler énergie. C'est chose faite dans ce rendez-vous des experts. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Nous accueillons comme d'habitude Maude et Serge. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, en matière sociale, Maude, quel est le calendrier dans le cadre du déconfinement ? Oui, alors dans le cadre du calendrier qui avait été posé pour le déconfinement, il a également été adopté un calendrier pour les mesures sociales, à savoir un maintien jusqu'à la fin mai des dispositifs relatifs à l'activité partielle, avec toujours cette dichotomie entre les secteurs dits protégés et connexes et les secteurs non protégés. Et il a d'ores et déjà été annoncé ce maintien jusqu'à la fin juin des dispositifs d'activité partielle dérogatoires et donc plus favorables que ceux du droit commun. Il a également été rappelé le maintien à 100% jusqu'au 9 juin du télétravail, avec une possibilité en accord avec l'employeur de venir une fois par semaine sur site, c'est-à-dire dans l'entreprise. Quand on dit une fois sur site, c'est autorisé, c'est autorisé. C'est à la demande du salarié. C'est autorisé. Le salarié peut le demander, tout à fait, et l'employeur doit être d'accord dans le cadre du protocole sanitaire qu'il aura mis en place. C'est notamment la mesure qui avait été préconisée par le gouvernement pour faire face à l'isolement de certains salariés et une certaine souffrance du fait de cet isolement. Et enfin, troisième mesure importante, c'est le maintien des aides économiques qui, là aussi, avait été annoncé jusqu'à la fin mai et qui sont annoncées comme étant prolongées jusqu'à la fin juin, étant précisé sur les aides dont fait partie l'activité partielle, que sur ces aides-là, il avait été annoncé un arrêt brutal des aides à compter du printemps 2021, mais d'ores et déjà, le gouvernement a annoncé, notamment le ministère du Travail, qu'il y aurait une modulation
long, et c'est-à-dire qu'on allait peu à peu diminuer les aides et pas de façon brutale comme ça l'avait été initialement. Progressivement, exactement. Quelque chose de rassurant pour nos adhérents. Serge, est-ce que toi aussi, tu as des choses à nous dire? Des actualités. Ben oui, bien sûr que j'ai des choses à vous dire. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des plans d'étalement et de règlement des dettes fiscales et sociales, et aussi des possibilités de remise de dettes sociales. Donc, comme on en parle depuis le début de la crise, les entreprises ont eu des difficultés, ont eu des fermetures, ont eu des aides. Là, on est en phase de sortie de crise et il faut pouvoir gérer ces dettes, les aménager pour étaler les règlements et pour assurer la pérennité de nos entreprises. Donc, il y a deux dispositifs. Alors, je vais déterminer les cadres, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans le détail, dans un détail précis parce que c'est assez compliqué. Le cadre, c'est quoi? Le cadre pour le règlement des dettes fiscales et sociales, c'est qu'on a la possibilité, pour toutes les entreprises, les PME, moins de 250 salariés de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés, 43 millions de chiffre d'affaires maximum. Pour ces entreprises-là, toutes les dettes sociales ou fiscales qui ont été accumulées jusqu'au 31 décembre 2020 peuvent faire l'objet d'un plan d'étalement sur 12 mois, sur 24 mois ou sur 36 mois. Alors, sans rentrer dans le détail, pourquoi des délais 12, 24, 36 mois? Les administrations vont apprécier les plans de remboursement et en décider les durées en fonction de ce qu'on appelle un coefficient d'endettement qui est calculé avec une formule qui est compliquée, on ne va pas rentrer dans le détail là. Jusqu'à 24 mois d'étalement, il n'y aura pas de garanties qui seront demandées. Au-delà de 24 mois, les chefs d'entreprise vont fournir des garanties. Alors, des garanties, ça peut aller sur un nantissement des titres de participation, du fonds de commerce, etc. Mais il y aura des garanties qui seront demandées. Et on a la possibilité donc de faire sur l'ensemble des impôts qui sont dus par les entreprises, TVA, CVAE, CET, taxes foncières, impôts sur les sociétés, et sur les charges sociales URSSAF. Au 31 décembre 2020. Tout ce qui a été accumulé au 31 décembre 2020, bien évidemment, il ne faut pas que ces dettes soient causées par des redressements. Et il faut que les entreprises aient bien évidemment joué leur rôle, c'est-à-dire qu'elles aient déclaré l'ensemble de leurs cotisations et de leurs impôts. On a toujours rappelé, effectivement, déclarer. Déclarer, respecter les règles, respecter la loi, c'est le principe de base. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des formulaires alors pour les URSSAF, il y a des formulaires sur les URSSAF qui sont à disposition. Pour les apurements des dettes fiscales, il faut se rapprocher de son centre des impôts, service des impôts des entreprises, avec un dossier où on va détailler les difficultés financières, bien évidemment. Et c'est assez bien accepté, on le comprend, parce que les administrations sont là pour aider et les pouvoirs publics ont mis ça en place pour aider les entreprises. Donc la procédure est assez simple. Il y a l'écoute des services et des impôts. Si l'entreprise est en règle et que, après, c'est en fonction du coefficient d'endettement, ce que je disais, si l'entreprise est en règle, ça se passe assez bien. Voilà, ça se passe assez bien. Nous, on en a instruit 3 dossiers, on a eu les 3 dossiers, on a eu des retours favorables. Voilà. Donc après, dans le cadre si les adhérents veulent poser des questions plus précises, on pourra éventuellement... On sait que vous êtes on est à là, leur disposition. On est là pour leur répondre, avec grand plaisir en plus. La deuxième mesure qui a été mise en place, alors là c'est une mesure un peu plus pointue, un peu plus précise, c'est l'abandon par l'URSSAF d'une partie des cotisations sociales. Donc un abandon complet. Oui, alors un abandon complet, alors c'est partiel, c'est-à-dire c'est un abandon partiel des cotisations sociales. Alors là, c'est plus pointu parce que c'est les charges sociales qui ont été constituées, les dettes sociales qui ont été constituées entre le 1er février et le 15 mai 2020. Donc c'est très précis. C'est pendant la période de confinement la plus forte. Il faut que les entreprises aient été en difficulté et fait preuve d'une fermeture, qu'elles aient un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales dont je parlais avant, et que dans le cadre de ce plan, elles aient déjà commencé à payer la part salariale des charges sociales et qu'elles soient dans l'incapacité de payer le solde de leur plan. Donc à ce moment-là, il y a une procédure qui est mise en place, c'est pareil, ce sont des imprimés en se connectant directement sur le site de l'URSSAF. Les CERFA sont à disposition. Et en fonction des pertes de chiffre d'affaires constatées dans cette période-là que je viens de dire, on a la possibilité d'avoir des remises de cotisations qui vont de 20% de cotisations pour les entreprises qui ont perdu entre 50 et 60% de chiffre d'affaires et qui peuvent aller jusqu'à 50% de remises
pour les entreprises qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant cette période-là. Et c'est très important parce que nous, on le voit dans notre cabinet, tous les jours, on reçoit de la documentation, des décrets d'application avec de nombreuses aides. C'est très compliqué, c'est très confus. Nous, on a la possibilité, on a la chance d'avoir un filtre, de pouvoir filtrer, synthétiser les aides. C'est pas facile pour tous les chefs d'entreprise d'avoir connaissance. Donc, bon, maîtriser ces barèmes qui... Voilà, maîtriser les barèmes, faire ses calculs, savoir où on se situe dans la bonne période, avec les bons montants, est-ce qu'on est dans les créneaux. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. Après, chacun a ses conseils. Il faut se rapprocher de ses conseils et aller les demander. Voilà les principales aides et je pense que c'est important. Si on veut sortir de la crise un peu plus costaud et un peu plus fort pour aller de l'avant, il faut utiliser tous ces outils-là, sans hésiter. Bénéficier des droits qu'ils ont. Des droits, c'est exactement, ce sont des droits qui sont donnés aux entreprises. Il faut en bénéficier. Ouais, on note une flexibilité, une souplesse des mesures, en tout cas positives, pour aider les entreprises. Maude, je pense qu'il y a d'autres mesures principales en matière sociale dont tu veux nous parler. Oui, les mesures principales, elles ont été prévues jusqu'au 31 octobre 2021, justement pour que les entreprises puissent se projeter. Et ces mesures sont pour à la fois accompagner les entreprises dans cette sortie de crise et qu'il n'y ait pas de changement brutal non plus de méthode de travail telle qu'actuellement en vigueur depuis des mois et des mois. Et à ce titre, il est prévu la prolongation possible de réunions avec les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire le CSE, toujours en distanciel, c'est-à-dire par visioconférence ou par voie téléphonique et, le cas échéant, par messagerie instantanée. L'objectif est d'éviter, comme jusqu'à présent, un brassage de population, des réunions, effectivement, les interactions qui pourraient avoir des conséquences négatives. Également, point très important, je vous avais évoqué la dernière fois la possibilité désormais ouverte de se faire vacciner, tout le moins que vos salariés se fassent vacciner dans les centres de services de santé au travail. Ça n'a pas eu le succès escompté et donc vrai. Le 5 mai 2021, le gouvernement a annoncé, poussé par les partenaires sociaux, un changement de méthode. Pourquoi ça n'avait pas eu le succès annoncé ? C'est parce que déjà, les centres de santé au travail n'ont eu le vaccin que le vaccin AstraZeneca. Qui a fait, comme dans toute la population, l'objet d'une certaine défiance et donc un certain nombre de rendez-vous ont été annulés. Par ailleurs, il y a une problématique d'approvisionnement des vaccins, puisqu'ils sont obligés de passer par les officines de pharmacie, ce qui complexifie encore la tâche des centres de services de santé au travail. Donc, il a été annoncé, d'une part, que le système d'approvisionnement serait le même que pour les centres de vaccination. Et donc, ça, c'est un point très positif, parce que ça va totalement fluidifier l'accès et donc ce canal de vaccination. Et deuxièmement, il a été annoncé également que les les services de santé au travail vont bénéficier aussi des vaccins Pfizer et Moderna pour justement pouvoir vacciner le maximum de nombre de salariés, et tout ceci dans le cadre de l'ouverture de la vaccination. On avait eu ouverture à plus de 55 ans ou plus de 18 ans avec comorbidité, et également à compter du 12 mai à l'ensemble de la population. En fait, on a calculé sur les 2 premiers axes déjà que ça touchait 5 millions de salariés. C'est-à-dire que c'est un nouveau canal de vaccination très important. De nombreuses entreprises étaient demanderesses d'une accélération de la vaccination parce que les salariés le demandent, via les services de santé au travail. Le gouvernement vient de répondre par un certain nombre de mesures. Enfin, toujours en parlant des services de santé au travail, depuis le premier confinement, on a eu toute une série de mesures qui ont fait qu'il y a eu un retard ou un report, pas un retard d'ailleurs, un report d'un certain nombre de visites devant le médecin du travail, c'est les visites périodiques, etc., sauf quelques exceptions, compte tenu du poste occupé ou du statut du salarié, etc. Cette possibilité de report, ce report, il a été de nouveau reconduit jusqu'au 31 octobre 2021, justement pour dégager du temps pour les services de santé au travail du fait de l'élargissement de la vaccination. Okay. Et enfin, d'autres mesures qui ont été reportées sur un assouplissement particulier sur les CDD et les délais de carence, sur le prêt de main-d'œuvre, on a entendu beaucoup de parler, à savoir effectivement un assouplissement considérable sur le prêt de main-d'œuvre. Avec l'EHV, sur le partage de la main-d'œuvre, sur les entreprises qui avaient mis en place des dispositifs de chômage partiel.
Tout à fait. Et du coup, en fait, c'est annoncé comme reconduit jusqu'au 31 octobre 2021. Et ça va peut-être d'ailleurs donner lieu après à une réflexion différente sur le prêt de main-d'œuvre de façon générale, puisqu'effectivement, c'est un dispositif qui a quand même pas mal fonctionné. Une actualité riche encore, riche, rendez-vous des experts. Maud et Serge, on vous remercie comme d'habitude. Chers amis, vous avez bien sûr, il reste à votre disposition. Merci, très bonne soirée à tous les deux. Merci à vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. On remercie nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires LEHV. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.